خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير زلف اللون والسلام عليكم صحة عيدكم. Je sais que en ce jour de Eid al-Fitr, vous êtes tous en famille, vous savourez des moments inoubliables, des moments surtout très précieux, ces retrouvailles, ces embrassades, ces accolades, ces échanges d'amabilité très chaleureuse, ces retrouvailles avec la famille, des réconciliations, si on a des malentendus, des divergences avec des voisins ou des proches, des visites familiales, des discussions agréables qui s'éternisent, et les tables bien garnies de gâteaux et tout ça. Le Eid en Algérie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous ne pouvez pas comprendre et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me manque. Vous pouvez pas savoir quand on est exilé, quand on ne peut pas rentrer dans son pays, quand on ne peut pas retrouver son pays. Vous pouvez imaginer la souffrance que nous ressentons. C'est comme si quelqu'un avec un coup de couteau est en train de nous poignarder dans le cœur. Est en train de poignarder, de nous enfoncer un couteau dans le cœur. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas le moment de parler normalement de l'actualité, des problèmes de l'Algérie, de ses dysfonctionnements. Vous allez me traiter de rabat-joie. Vous allez me dire, mais Abdou, un peu, et comme on dit, un peu de pudeur, un peu de honte, un peu de respect. Nous sommes en plein Eid, on aimerait bien oublier les problèmes, oublier les soucis, oublier les misères et les tragédies du quotidien pour retrouver pour savourer ce bonheur en famille, avec ses proches, avec ses voisins. Un Eid, quoi, un moment de fête, de joie, de communion. Je ne joue pas au rabat-joie. J'essaie juste de vous faire réfléchir que pendant que la majorité des Algériennes et des Algériens se retrouvent en famille et goûtent à ce bonheur très précieux, encore une fois, et d'une valeur incalculable, ce bonheur de fêter les fêtes de l'Aïd en famille, il y a des détenus politiques qui sont en danger. Il y a des familles entières aussi privées de leurs proches, de leurs enfants. Je ne parle pas que pour nous des exilés, je parle aussi des détenus politiques, des détenus qui sont injustement emprisonnés. Il n'est pas possible de ne pas avoir une pensée pour eux. Sarahatan, ce serait faire preuve d'égoïsme, d'inhumanité, d'une indifférence et d'un je m'en foutisme criminel. Il y a des gens en ce moment même, pendant ce jour de l'Aïd, pendant que les dirigeants algériens, pendant que les membres du gouvernement, pendant que les plus hauts responsables du pouvoir fêtent le Eid et profitent de leurs privilèges, et, voilà, parce que des tables bien garnies de gâteaux, c'est pas un luxe accessible à toutes les Algériennes et tous les Algériens. On a bien vu avec la cherté de la vie, l'inflation, le chômage, l'appauvrissement des ménages algériens. Le Ramadan 2025 a été encore plus éprouvant que le Ramadan 2024. Et malheureusement, les gâteaux, certains gâteaux, comme certains plats, comme certaines viandes qui étaient naguère en Algérie à la portée de la majorité des Algériennes et des Algériens, sont aujourd'hui un luxe inaccessible pour beaucoup d'entre nous. Mais j'aimerais attirer votre attention sur les cas de ces prisonniers qui sont injustement incarcérés et aujourd'hui où ils pourront pas revoir leurs proches, où ils verront leurs proches à travers les barreaux ou à travers un vitrail ou à travers une vitre, si leurs proches peuvent leur rendre visite en prison. Certains de ces détenus injustement emprisonnés, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'objet d'une condamnation politique, de procès expéditifs, arbitraires, de jugements à l'emporte-pièce, ils ont fait tout simplement l'objet d'une campagne de vengeance et sont victimes d'un règlement de compte. Et beaucoup d'entre eux ne sont même pas des activistes politiques, certains sont entrepreneurs, certains sont des anciens responsables politiques, certains sont des anciens officiers de l'armée, mais ils sont en prison parce que leurs concurrents, leurs adversaires, leurs détracteurs occupent aujourd'hui des fonctions très importantes et influentes au plus haut sommet de l'État et qui se sont acharnés contre eux pour exécuter une vengeance. Pour comment dirais-je, assouvir un désir de violence, une soif d'abus de pouvoir, un désir d'abus de pouvoir. Parmi ces détenus, certains sont en grève de la faim. Et parmi ces détenus, il y a un homme qui risque de mourir comme d'autres sont morts avant lui. Je veux parler de Cherif Mellel.
l'ancien président de la GSK de 2018 à 2021, qui aujourd'hui, jusqu'hier, il avait entamé son 27e jour de grève de la faim. Il a commencé une grève de la faim depuis le 3 mars 2024. Cherif Mellel, dont nous avons parlé, nous avons fait une autopsie de son dossier, nous avons expliqué les tenants et les aboutissants, que c'est une affaire montée de toutes pièces. Une affaire montée de toutes pièces. C'est comme un puzzle de l'injustice. On a pris des pièces comme ça, d'accusations totalement imaginaires et fantasmagoriques, et on a créé une affaire qui n'existe pas. Juste pour accabler, emprisonner, salir et briser un homme qui était de plus en plus populaire, qui avait des ambitions politiques et qui voulait servir son pays, servir sa région natale qui est la Kabylie. Cherif Mellel est en prison depuis janvier 2023. 27 jours de grève de la faim. Il a une maladie chronique. Son avocate aujourd'hui, Fetta Sedet, elle a eu une pensée pour lui et elle lui demande d'arrêter cette grève de la faim. Elle a dit sur sa page Facebook, sa grève de la faim va bientôt atteindre 1 mois et l'état de santé de Cherif Mellel, souffrant déjà de 2 maladies chroniques, c'est même pas moi qui le dis, son avocate, maître Fetta Sedet, ne cesse de se dégrader. Son état de santé ne cesse de se dégrader. Le silence n'est plus de mise, notre inquiétude est vive, c'est l'inquiétude des siens et de ses proches, mais surtout l'inquiétude de tous ceux épris de justice, de liberté et de vérité. C'est pour cela que nous exhortons solennellement Cherif Mellel à mettre fin à sa grève de la faim. Cela ne signifie nullement la fin du lourd combat de Cherif Mellel pour que la justice soit faite et que la vérité éclate, car ce combat le restera vivace à jamais et transcendra tous les aléas. Plus que jamais, la parole doit revenir à ce silence assourdissant. L'avocate de Cherif Mellel s'inquiète donc pour son état de santé et dit qu'il ne cesse de se dégrader. Il a entamé une grève de faim illimitée. Bon, il est âgé de moins de 50 ans, il a 2 maladies chroniques. Moi, je savais qu'il était diabétique, mais je ne savais pas qu'il avait une 2e maladie chronique. Son sort nous inquiète. Son sort, on a peur qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé. On a peur de... Disons les choses telles qu'elles sont, voilà. Disons-le franchement. Nous avons peur que Cherif Mellel meure en prison. Nous avons peur qu'il décède des suites, des conséquences désastreuses de sa grève de la faim. Pour beaucoup moins que ça, d'autres détenus sont morts. Rappelez-vous le cas de Hakim Debezi. Peut-être que vous avez oublié Hakim Debezi, mais je pense que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas oublié. Cet activiste du Hirak qui pour un message sur Facebook. Un message. C'est même pas son message, il avait partagé une publication. C'était un appel à un rassemblement, un appel pour un rassemblement du Hirak. Il a juste un appel pour un rassemblement pacifique. Il avait juste partagé l'appel. Quelqu'un qui le détestait, qui lui vouait une jalousie, une envie, une haine personnelle et terrible à la fois, une haine aveugle, l'a dénoncé au service de sécurité. Il s'est retrouvé arrêté à 55 ans, malade chronique, en février 2022, pour des simples publications sur les réseaux sociaux. Il est décédé le 24 avril 2022, parce que en prison, à Koléa, il a été retrouvé mort dans des circonstances troublantes, et troubles, parce qu'il n'a pas pu être soigné, parce qu'il n'a pas pu être transféré. Il avait à l'époque, je crois, un asthme et des difficultés respiratoires, une maladie respiratoire assez compliquée, et en prison, on ne sait pas soigner les détenus. En Algérie, le système de santé publique, déjà, à l'état normal, pour les personnes qui sont soi-disant et supposément libres à l'extérieur des prisons, ils sont mal soignés, mal pris en charge, et les conditions de soins et d'hospitalisation sont chaotiques. Imaginez alors dans une prison. Les prisons, c'est des simples infirmeries, avec des moyens extrêmement encore plus limités que les hôpitaux, les polycliniques ou les centres de santé publics. Les personnes qui sont fragiles et les personnes qui sont psychologiquement ébranlées, parce que déjà il y a la maladie, le poids de la maladie chronique, il y a aussi le poids de l'injustice, les frustrations, le malaise, l'angoisse, le stress post-traumatique. C'est des personnes qui sont traumatisées. Quelqu'un qui vend de la drogue, qui se retrouve en prison, il n'est pas choqué. Parce qu'il savait qu'en vendant de la drogue, en faisant du trafic de drogue, il prenait un risque et quelque part il s'attendait. S'il est emprisonné, arrêté ou interpellé en flagrant délit ou arrêté, emprisonné, il accepte plus ou moins son sort.
quelqu'un qui a commis un crime, qui a poignardé quelqu'un, un individu, qui a fait un vol à main armée, qui a fait du cambriolage, qui a volé des milliards, qui a violé, quand il est en prison, psychologiquement, il arrive à l'accepter. Parce que voilà, il a commis un crime grave. Mais quelqu'un qui n'a absolument rien fait, comme Hakim Debazi, qui est mort juste pour une publication sur Facebook. Et quelqu'un comme Cherif Mellel, qui n'a absolument rien fait. On lui reproche blanchiment d'argent et transfert illicite de devises vers l'étranger. Alors qu'il était riche, lui-même à l'étranger. Lui-même, il est rentré d'Allemagne et de Luxembourg. Il a travaillé en Allemagne et au Luxembourg. Il a fait de l'argent, il a fait une certaine fortune. Il était fortuné déjà à l'étranger. Peut-être pas une fortune, c'était pas les Haddad ou Tahkoud ou l'Ulmi ou l'Arabrab. Mais il jouissait d'une situation financière extrêmement agréable. Comment on peut logiquement lui dire que tu as volé depuis l'Algérie, alors qu'il s'était déjà enrichi à l'étranger et qu'il était revenu en Algérie pour contribuer, pour tenter de trouver une situation de contribuer au développement de son pays. Ces avocats, ils ont tout prouvé. Ces avocats, au cours de son procès, en octobre 2024, ils ont contesté fermement les accusations, ils ont démontré leur instrumentalisation politique, ils ont expliqué et démontré l'absence de garantie procédurale élémentaire. Et nous en avons fait l'illustration dans nos précédentes émissions. On a raconté l'histoire de soi-disant 2 Algériens arrêtés au Luxembourg avec 300 000 euros qui disent c'est l'argent de Cherif Mellel, alors que c'est pas vrai. Les avocats de Cherif Mellel n'ont trouvé aucune preuve, aucun témoignage concret et sérieux. Et comment ces personnes ont été arrêtées à l'étranger, comment la justice algérienne, sans même pas les avoir auditionnés, pouvait prendre pour argent comptant ce qu'ils disaient. On parle d'un transfert de 170 000 $ d'un coup, on nous dit vers l'Allemagne, d'un autre côté, on nous dit vers les États-Unis pour acheter une maison familiale, alors que Cherif Mellel avait acheté, était déjà propriétaire d'une maison familiale en Allemagne avant de venir en Algérie, il avait contracté un crédit et qu'il était en train de rembourser son crédit. Donc, c'est bâclé, c'est une procédure judiciaire, encore une fois, bâclée, qui ne repose sur aucun fondement juridique. Il n'y a pas eu la moindre preuve convaincante que Cherif Mellel a réellement fait du blanchiment d'argent ou il a violé la réglementation, la législation, il a transféré illégalement des devises vers l'étranger. Même si c'est vrai, ce sont des infractions économiques. Les montants ne sont pas monstrueux, 170 000, 300 000 euros. Pourquoi 4 ans de prison? Pourquoi pas 2 ans? Pourquoi pas 1 année? Pourquoi pas 2 ans, 1 année avec sursis? La peine, elle est dure. Elle est dure pour quelqu'un qui avait un casier judiciaire vierge et qui n'a jamais été poursuivi, qui n'a jamais été mis en cause dans une affaire judiciaire auparavant en Algérie. Il vivait à l'étranger. Ça fait, avec aujourd'hui, ça va faire 28 jours de grève de la faim. 28 jours sans alimentation, les signes cliniques sont alarmants. Chaque jour qui passe aggrave le risque vital, le risque vital d'une mort. Monsieur Cherif Mellel risque de mourir. Il risque de mourir. Il a 2 maladies chroniques. Donc, l'intégrité physique et psychologique de toute personne qui est en détention incombe, relève la protection. La protection de l'intégrité physique et psychologique des détenus relève de l'État. Emprisonner quelqu'un, ça ne veut pas dire le torturer, il y a des conventions internationales. Ça ne veut pas dire le tuer à petit feu. Ce principe est tout simplement bafoué par les autorités algériennes en ce moment. Pourtant, nous avons une constitution, nous avons déjà des cas précédents. Avant Hakim Debazi en 2022, il y avait Tamelt en 2026, le cyberactiviste Mohamed Tamed, blogueur et cyberactiviste en 2016. Il y avait l'opposant et activiste algérien originaire de la région de la vallée de Mzab, de Gherdaya, Kamel El-Din Fakhar. Ce sont des personnes qui sont mortes en prison parce qu'elles étaient injustement emprisonnées. Elles étaient détenues dans des conditions catastrophiques, elles étaient maltraitées en prison, où leur maladie, leur état de santé s'était gravement dégradé, conjugué à une détresse psychologique et psychique, et ben ça donne une mort quasi certaine. Jusqu'à quand nous allons enterrer les innocents et nous allons pleurer leur mort sans agir, sans vraiment arrêter cette injustice. Ce qui arrive à Cherif Mellel est injuste. Cherif Mellel ne demande pas il ne demande pas l'impossible, il ne demande pas à ce qu'on lui restitue l'argent, il ne lui demande pas à ce qu'on lui restitue la GSK, il ne demande pas à ce qu'on l'innocente sans aucun autre procès, il demande que, il soit libéré, qu'on le juge équitablement,
qu'il bénéficie d'un procès équitable. Il veut être jugé selon un procès public équitable conforme aux standards internationaux. C'est-à-dire que la présomption d'innocence est reconnue et qu'on ne peut pas déclarer quelqu'un coupable s'il n'y a pas de preuve de culpabilité. S'il n'y a pas de preuve de culpabilité. Mais si on ramène pas un témoignage, quelqu'un il aurait dit au Luxembourg, quelqu'un un transfert bancaire, oui mais ce transfert il a servi à quoi, quand est-ce, il a été fait pour qui, dans quel contexte, est-ce que, où sont la preuve qu'il y a eu un transfert illicite, où sont la preuve c'est du blanchiment d'argent. Non Yeshma, il veut juste un procès équitable, ni plus ni moins. Il demande pas l'impossible, il ne veut pas d'impôt politique. Il ne demande pas des excuses de la part de Tebboune, il ne demande pas le retour du Hirak, il ne demande pas qu'on lui restitue la GSK, il demande que ses droits civiques, que sa dignité ne soit pas bafouée, que ses droits civiques et juridiques soient respectés. Il a le droit à un procès. Le procès tel qu'il a été mené de Cherif Mellel, il collectionne les irrégularités et les injustices. Tous les avocats le disent, y compris des avocats qui ne sont pas les avocats de Cherif Mellel. Ils ont accédé au dossier, ils ont récupéré les jugements, ils ont parlé avec leurs confrères, certains ont assisté aux audiences, parce qu'il y a eu un procès en appel aussi, et la peine n'a pas changé. C'est bizarre quand même. C'est quand même injuste. Donc, il y a un acharnement contre Cherif Mellel. Cherif Mellel a dérangé, ok, mais c'est pas un danger. Cherif Mellel ne fait pas partie du MAC. C'est pas un leader du mouvement indépendantiste, d'un mouvement séparatiste. Cherif Mellel, il voulait quoi? Il voulait être un leader, il voulait faire de la GSK un grand club, il défendait la culture et l'identité amazigh, il défendait l'image et la culture et l'identité de la Kabylie. Il n'était pas il n'était pas raciste, il n'était pas xénophobe, il détestait pas les autres, il détestait pas les non-kabyles. C'est quand même insupportable. C'est quand même insupportable ce qu'on est en train de lui faire. Alors, moi je vous demande que pendant ce Eid, une pensée pour lui. Pendant ce Eid, essayez juste de penser à lui. Je sais que c'est très dangereux en ce moment en Algérie, d'exprimer ses opinions. Je ne vous demande pas d'aller sur Facebook, d'aller témoigner, d'aller dire libérer Cherif Mellel, ou d'aller faire une manifestation, ou de faire un rassemblement. Au moins, pensez pour lui. Au moins, si vous pouvez rien dire, partagez juste sa photo sur les réseaux sociaux. Partagez juste sa photo. Partagez juste les posts de ses avocats. Si vous avez vous-même peur d'apporter un commentaire et de montrer, d'exprimer votre solidarité de façon directe, faites-le de façon indirecte. Essayez ne faites rien. Pensez à lui. Pendant que vous êtes réunis autour d'une belle table, j'espère pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir les moyens de faire et d'acheter les ingrédients nécessaires pour les beaux gâteaux, parce que n'est pas faire de la baklawa, du makarot ta'allouz, n'est pas à la portée de tous les foyers algériens. Mais pour celles et ceux qui ont les moyens réellement de s'offrir ces gâteaux, de s'offrir ces joies précieuses de l'Aïd, d'être à côté de leurs parents, de leurs cousins, de leurs oncles, de leurs voisins, de vivre son moment en famille, d'afficher un sourire, d'avoir le moral gonflé à bloc, parce qu'ils vivent un bonheur, encore une fois, indescriptible. Et un bonheur dont sont privés des personnes qui sont injustement emprisonnées, comme Cherif Mellel. Je vous demande juste de penser pour lui, de lui adresser une prière. C'est tout ce que je vous demande. Je vous ai parlé de lui parce que j'estime que je ne peux pas passer l'Aïd, أنا اليوم مع la famille تاعي ونفرح ونشطح وما نباليش وكاين ولاد بلادي اللي راهم مرميين في الحباس ومحقورين. Des gens qui ont fait du bien à notre pays. Cherif Mellel, il a fait du bien au football algérien. Il a voulu apporter cette touche professionnelle. C'est quelqu'un qui a cru en son pays. Il a tout laissé tomber en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse et en Europe pour venir investir dans son propre pays et essayer de contribuer au développement de son propre pays. C'est injuste ce qui lui est arrivé. J'ai pas envie qu'il meure en prison. Ça me ferait vraiment de la peine. Donc je ne peux pas être heureux aujourd'hui et vous dire Saïd comme joyeux Eid, alors qu'il y a des injustices flagrantes qui se déroulent ou là qui se produisent sous nos yeux. Il faut être un lâche. Il faut être inhumain. Il faut être un salopard. Il faut être un salaud pour fermer ses yeux face à ces injustices. Et je ne peux pas passer l'Aïd en se disant que j'ai été salaud. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ou ça,